Donc, je demanderai à Mehrdad Rampouch qui va nous présenter les multiples visages de l'ECMO. Alors, merci Dr Saint-Jean, merci Dr Lepage. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Mehrdad Rampouch, je suis résident 3 de chirurgie cardiaque à l'Institut universitaire de cardio-pneumo de Québec. Je vais effectivement vous parler des multiples visages de l'ECMO, le quoi, où, qui, quand, comment de l'ECMO. Bref, c'est un sujet qu'on a couvert un petit peu dans les quelques derniers jours. On a parlé, le présentateur qui vient de passer en a parlé aussi. Je pensais prendre ça puis vous décortiquer ça un petit peu. De quoi plus avoir peur de l'ECMO lorsqu'on en parle. Bref, je vais vous faire une description du circuit d'ECMO et ses composantes. On va parler des principes de fonctionnement, son utilisation. Ensuite, on va parler des indications pour l'ECMO et on va finir par vous présenter les résultats des 10 dernières années à l'Institut universitaire de cardio-pneumo de Québec. Donc, ECMO, c'est quoi? On vous a dit ECMO, 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 mais c'est un acronyme anglophone, imaginez-vous, pour Extracorporeal Membrane Oxygenation, dont la traduction serait une circulation extracorporelle avec oxygénation par membrane. Très long à dire, mais bon. Alors, ça consiste en quoi? On va le décortiquer. La première chose, c'est des canules. On a des canules veineuses et on a des canules artérielles. Les canules veineuses, on peut les installer percutanées ou avec une exposition fémorale et on doit placer la canule veineuse pour se situer au niveau de l'oreillette droite, permettant ainsi un bon drainage veineux. Une confirmation de la localisation par une échocardiaque est toujours la bienvenue. En ce qui concerne les canules artérielles, aussi, on peut les installer en percutané ou en exposition fémorale. Ils mesurent de 15 à 23 French et peuvent se trouver à divers sites que je parlerai un peu plus tard selon la stratégie d'ECMO. Ici, vous voyez, on a le module d'ECMO de Medtronic qui est quand même assez mobile malgré le fait que ça a l'air assez costaud. Puis, je vous présente aussi une pompe. C'est une pompe centrifuge qui utilise une énergie de rotation pour propulser le sang vers l'oxygénateur qui permet les échanges gazeux. Récemment, l'Institut universitaire de cardio-pneumo de Québec a acquis le Cardio Help de l'équipe Maquette, de la compagnie Maquette. Et c'est un ECMO qui est beaucoup plus portatif, ne mesurant pas plus que 30 cm par 30 cm par 30 cm, donc un beau petit cube. Et permet de générer des débits de jusqu'à 7 litres par minute. On a besoin moins de liquide aussi pour faire le vide dans le circuit et donc aussi un peu moins de contact avec les tubulars, ce qui est toujours excellent. Donc, comment ça fonctionne? On a en premier un mélangeur d'air qui permet d'avoir une saturation exacte d'oxygène au niveau de la membrane, un peu comme choisir la fraction inspirée d'oxygène au niveau de ventilateur. Et par la suite, dans un deuxième temps, nous avons un drainage veineux qui est pompé par la suite vers les membranes pour permettre les échanges gazeux, tels l'oxygénation et le retrait du CO2. Donc, je vous ai parlé d'installations différentes et de stratégies différentes d'ECMO. On a d'un côté une installation qui peut être faite périphérique, dont le site traditionnel, c'est au niveau des vaisseaux fémoraux. Et aussi, on peut avoir une installation qui est plus de type central, via une sternotomie lorsqu'on est, mettons, en chirurgie puis on a une difficulté de sortir de pompe ou dans d'autres indications, ou sinon on peut aller par les vaisseaux carotidiens. En ce qui concerne la canule artérielle, je vous avais dit, bon, la veineuse, il faut qu'il se situe au niveau de l'oreillette droite, mais c'est pas ainsi, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir la canule artérielle au niveau de l'aorte non plus, il peut juste se situer proximalement, plutôt distalement au niveau des vaisseaux fémoraux. Deux stratégies d'ECMO, véno-veineux versus véno-artériel. Vous allez beaucoup entendre ces termes-là en ECMO. Le véno-veineux, c'est lorsqu'on prend le sang veineux et on le réinjecte dans le système veineux, et donc c'est un support pulmonaire. Donc, compte tenu que l'ECMO fait les échanges gazeux, on n'a plus besoin de soumettre le poumon à un aussi grand stress de pression, de ventilation et des fractions inspirées d'oxygène très élevées. Tandis que si on a besoin d'un support cardiaque et pulmonaire à ce moment-là, on va faire recours à un support véno-artériel. Et donc, ça va permettre un repos du cœur et des poumons. Donc, comment prendre en charge un patient qui a un ECMO? Je ne vous passerai pas tous les objectifs, vous les avez sur votre clé USB. Si jamais vous avez des questions, ça va me faire plaisir de répondre, mais je m'attendrai sur 3 affaires. La première chose, compte tenu qu'on dérive le sang et qu'on expose le sang à une membrane, on va anticoaguler le patient avec des ACT de 160 à 200. La deuxième chose, je vous ai parlé d'une ventilation minimale et vous voyez qu'ici, je propose des paramètres très minimales, des FiO2 à 40%, un PIP à 5, des volumes courants de 5 cc kg, et même il y a certaines études qui diraient qu'on pourrait aller jusqu'à 2 à 4 cc kg.
L'écho cardiaque, je ne stresserai jamais assez cela. C'est important de faire le suivi de l'évolution de la maladie cardiaque, mais aussi pour assurer le bon fonctionnement de l'ECMO. Lorsqu'on s'installe en véno-artériel, vous comprendrez que l'ECMO se retrouve parallèle à la circulation sanguine et donc on a un flot rétrograde par la fémorale et on augmente ainsi la post-charge du ventricule gauche. Mais malgré ça, il faut assurer une bonne ouverture de la valve aortique, faute de quoi on s'expose à des risques d'insuffisance aortique ou de fusion commissurale. Les indications, pour qui est-ce qu'on installe l'ECMO? Tous ceux qui ont des problèmes respiratoires, que ce soit hypercapnique ou hypoxémique. Aussi les patients qui ont des troubles cardiaques tels le choc cardiogénique ou l'arrêt cardiaque et aussi dans des situations chirurgicales lorsqu'on a de la difficulté de sortir de pompe ou sinon en périphérique temporaire pour une assistance ventriculaire. On peut aussi utiliser l'ECMO sans les membranes pour, comme je vous ai dit, avoir un périphérique d'assistance ventriculaire à court terme. Bref, l'ECMO est utilisé dans la défaillance respiratoire ou cardiaque unie ou biventriculaire, réfractaire à un traitement médical maximal. Je vais vous parler maintenant des 10 dernières années d'expérience à l'Institut universitaire de cardio-pneumo de Québec. Nous avons fait une révision de tous les cas. Puis on a décidé de les diviser en classes d'installation chirurgicale, donc dans un environnement opératoire, versus un environnement hémodynamique. Puis je reviendrai un peu plus tard pour vous dire le pourquoi de la chose, mais comme vous pouvez voir, il n'y a pas vraiment de grande différence entre nos deux groupes. 78 ECMO qui ont été identifiés, dont 64 inclus. Les 15 qu'on a exclus, c'est parce qu'il y avait une absence de données, des dossiers épurés, puis un cas que l'utilisation n'était pas vraiment pour un ECMO, mais plus pour une CEC dans une salle qu'on n'avait pas de CEC. On les a par la suite sous-divisés en catégories autres. 33 cas chirurgicaux, dont vous voyez 15, dont l'indication principale d'aller en salle d'op, c'était l'installation d'ECMO pour un choc cardiogénique ou un arrêt cardiaque. Par la suite, on avait nos myocardiques, les cas en hémodynamie, dont 7 chocs et 6 arrêts, et 12 cas de greffe cardiaque. Comme vous pouvez voir, les 15 cas d'ECMO installés purement chirurgical n'ont pas survécu. Puis il faut que vous compreniez qu'il y a une mentalité de dernier recours pour l'ECMO qui existe encore. Et on se fait appeler très tardivement dans un choc qui est très profond chez les patients précaires, très vasoplégiques et sous beaucoup d'amines, versus les greffes qui ont une meilleure survie lorsque l'installation de l'ECMO a été faite en salle d'op lors d'une CEC difficile, lors d'une sortie de pompe difficile, versus les cétos qui sont décédés, mais ça c'était des chocs cardiogéniques et des arrêts avec des installations plus tardifs. Dans les complications, comme vous pouvez voir, il n'y a pas vraiment de différence qui s'avère statistiquement significative, malgré des pourcentages qui peuvent être quand même assez... Il y a quand même certains cas où il y a une bonne différence, mais ceci dit, on a quand même trouvé qu'il y avait plus de difficultés d'installation dans un environnement d'hémodynamie et une tendance à plus de saignement dans l'environnement chirurgical. Parlant de l'ECMO, je sais ça impressionne, ça fait peur, 85% de mortalité en hémodynamie et 77% en chirurgical, aucunement différent statistiquement, mais il ne faut pas désespérer. Les survies sont quand même intéressantes dans plusieurs sous-groupes tels les myocardiques, les greffes, les insuffisances respiratoires et notre cas d'hypothermie qu'on a eu à réchauffer. Et tout ça, c'est quand même concordant avec les études. Donc, ça m'amène un peu à un questionnement de pourquoi est-ce que certains survivent, d'autres non, et amène dans un deuxième temps le questionnement du quand est-ce que c'est un bon moment pour installer l'ECMO. Il y a encore beaucoup d'études qui se font dessus, on n'a pas encore de réponse claire, mais il commence à avoir de plus en plus d'évidence qui nous dirait qu'une installation précoce d'ECMO amènerait une meilleure survie et des meilleurs résultats. Telle une étude faite par Dr. Sponga et al. En 2011 qui ont fait une revue d'une série de greffes et ils ont vu que la série de greffes qui ont eu une installation précoce d'ECMO ont eu des survies de 87% à 30 jours et 75% à 1 an. Bon, le groupe tardif n'a malheureusement pas survécu, alors ça commence à nous donner des indices. En conclusion, c'est quoi l'ECMO? Maintenant, ça fait plus peur à personne. C'est une pompe, un oxygénateur, puis des canules. Point à la ligne, c'est pas plus difficile que ça. Ça fonctionne comment? Ça dérive le sang du corps, ça l'oxygène et ça le retourne au corps. Ça amène un repos ou pulmonaire et cardiaque. Chez qui c'est intéressant? Chez les personnes qui sont en ARDS, en greffe cardiaque, en myocardique et pourquoi pas d'autres sous-groupes qu'on n'a peut-être pas encore réussi à bien identifier.
ou préférablement dans un environnement chirurgical. Mais si jamais on a une installation en urgence à faire au chevet du patient, ce n'est pas un péché non plus, alors retenez-vous pas. Et quand est-ce? Ben, c'est la question. C'est ça qu'on va discuter, mais comme je vous ai dit, c'est là qu'on a de plus en plus d'évidence que d'installer un ECMO de façon précoce aurait des bénéfices. Merci beaucoup.